Imaginez, nous sommes en 2050 et votre enfant vous demande pourquoi est-ce que le monde s'écroule autour de lui? Pourquoi est-ce que les hôpitaux sont abondés par des pandémies à répétition? Pourquoi est-ce que l'air qu'il respire est devenu de plus en plus toxique? Pourquoi est-ce que les cyberattaques se multiplient et fragilisent les systèmes de santé? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut plus distinguer le vrai du faux dans les informations médicales? Et la réponse que vous lui donnez, c'est que en 2025, le 25 juillet 2025, on le savait déjà, lorsque l'Organisation des Nations Unies a publié son tout premier rapport global sur les risques potentiels pour la santé, et que après avoir identifié, après avoir interrogé 1100 experts dans 136 pays, la réponse de l'ONU était sans appel. Nous fonçons tout droit vers un mur et la santé publique est en première ligne. Dans cette vidéo, les amis, je vais évoquer avec vous ce premier rapport mondial qui vient d'être publié par l'Organisation des Nations Unies, qui identifie donc les risques majeurs que nous encourons, et nous allons comprendre comment est-ce que notre santé et celle de nos proches est véritablement menacée. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue dans notre chaîne YouTube dans laquelle on parle d'actualité sanitaire, des politiques de santé, de la recherche en santé. On parle des concepts de santé, tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Et voilà, si tu es intéressé par cette thématique-là, tu t'abonnes pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Je profite également pour rappeler à ceux qui sont étudiants, chercheurs, que nous mettons à votre disposition pour vous accompagner nos meilleurs experts, que ce soit pour l'analyse qualitative, quantitative de vos données, ou alors pour simplement vous accompagner dans la rédaction de votre protocole, ou bien pour relire votre travail, ou même pour tout autre travail que vous pourrez solliciter. Ça peut également être des formations sur certains outils. Vous nous contactez simplement à travers notre adresse email qui est dans la description de cette vidéo, et nous allons mettre à votre disposition un de nos meilleurs spécialistes qui va vous accompagner pour cette tâche-là. Alors les amis, on parle donc de ce rapport très pertinent qui vient d'être publié par l'ONU, et on va voir déjà de prime abord quelle est la méthodologie qui a été utilisée par l'Organisation des Nations Unies donc, pour publier ce rapport. Et on indique donc dans ce document que je vais vous partager dans la description de cette vidéo, vous pourrez trouver le lien. On indique justement qu'il y a plus de 40 rapports mondiaux sur les risques qui ont été consultés donc, par l'ONU pour identifier ces différents risques-là. Et également, on évoque la consultation de 1100 experts qui étaient des académiciens, des acteurs de la société civile, des personnes travaillant dans le secteur public, c'est-à-dire des gouvernements, et également dans le secteur privé, qui ont été donc consultés. Et donc, ils provenaient donc de 136 pays. Vous voyez, c'est pratiquement tous les pays du monde entier qui ont été retenus. Et il y a également eu la validation technique de plus de 20 experts techniques donc, des Nations Unies qui travaillent pour les Nations Unies. Et bien évidemment, il y a eu des critères de sélection. Comment est-ce qu'on faisait pour identifier un risque? Il fallait justement que ces risques-là aient une probabilité non négligeable d'occurrence d'ici 2050. Et il fallait également qu'il y ait un impact négatif, très négatif sur la santé humaine, environnementale et animale. Parce qu'on parle ici du One Health, c'est-à-dire on va vous parler de l'impact sur la santé humaine et les écosystèmes. Et lorsqu'on parle des écosystèmes, simplement ça renvoie à l'environnement et à la santé animale. Et il fallait également que ce risque-là soit interconnecté avec les autres risques majeurs. Et il faut bien, avant de finir cette première partie-là, lorsqu'on parle de vulnérabilité mondiale, on voit le risque est élevé, c'est-à-dire le risque est très important et on a un niveau de préparation faible, c'est-à-dire on est de plus en plus vulnérable d'après ces recherches qui ont été faites par l'OMS lorsqu'on a un risque très important, mais on a un niveau de préparation très bas. Alors les amis, pour cette deuxième partie, on va voir les 4 vulnérabilités qui ont été identifiées par l'ONU. Il y en a plusieurs, mais on va voir les 4 les plus importantes. La première vulnérabilité qui a été identifiée, c'est la désinformation médicale. L'ONU considère la désinformation médicale pratiquement comme ce qu'on appelle le virus informationnel. Ici, dans cette vidéo, dans cette chaîne YouTube, nous avons fait plusieurs vidéos. On parle de l'infodémie. J'ai partagé notamment lorsque
J'assistais à des conférences, des renforcements de capacités autour de l'infodémie. On a beaucoup parlé de ça. Et je vous avais dit justement que lorsqu'on gère des épidémies, on parle du virus épidémique, donc c'est un virus qui se propage. Mais lorsqu'on parle de la gestion de l'infodémie, on parle donc du virus informationnel, c'est-à-dire tout ce qui est fausse information, tout ce qui est vide d'information et qui va créer donc voilà, de la crainte. Donc, c'est littéralement remarqué, on parle 84 experts considèrent la désinformation comme un risque important pour lequel il faut véritablement faire face. C'est un risque qui est actuellement en cours et c'est classé comme le troisième risque le plus important sur le plan mondial. Vous imaginez, on juge notamment qu'il y a une préparation institutionnelle très insuffisante, ok, très insuffisante, qui fait en sorte qu'on a un score de 4 sur 10 d'après ce rapport qui a été publié donc, par l'ONU. L'impact est véritablement direct sur la santé publique. On parle de l'érosion de la confiance médicale. Les gens remettent en question, par exemple, les vaccins. Est-ce que les vaccins sont encore de bonne qualité? On remet en question les traitements, les recommandations sanitaires qui sont généralement données. Tout le monde remet ça en question et s'est dit, voilà, est-ce que ce complot dont on parle là, est-ce que c'est véritablement, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on nous piège? Donc, il y a une montée des médecines alternatives non prouvées qui va justement être induite de cette érosion de la confiance médicale là. Et on a donc la défiance envers les autorités de santé publique qui ne seront plus crues, qui ne seront plus ce qu'on ne va plus mettre notre confiance. Donc, on parle donc, toujours lorsqu'on parle de l'impact direct sur la santé publique, en plus de l'érosion de la confiance médicale, il y a également l'infodémie sanitaire qui est la prolifération donc on va dire des faux remèdes sur la santé lors des crises sanitaires. On aura la manipulation des données épidémiologiques et les conséquences donc concrètes, c'est qu'on aura une baisse du taux de vaccination, une baisse du taux de fréquentation même des structures de santé. On aura de plus en plus une automédication qui donc ça va être dangereuse, basée donc sur les fausses informations. Donc c'est la raison pour laquelle on a classé cela en la vulnérabilité majeure et c'est le troisième risque le plus important qui est identifié dans ce rapport. La deuxième vulnérabilité, c'est le cluster environnemental et c'est véritablement la planète ici qui est malade. Donc le cluster environnemental fait intervenir 4 risques interconnectés. On parle de la pénurie des ressources naturelles, le risque de catastrophe naturelle, le déclin de la biodiversité et la pollution à grande échelle. Alors, l'impact sanitaire donc, de ce cluster environnemental qui rend la planète malade, là, c'est justement la pollution et les maladies. Vous voyez, les personnes, on parle de 2050, on aura 7 millions de personnes qui vont mourir prématurément, simplement dû à la pollution de l'air. Vous imaginez 7 millions de personnes d'ici 2050 qui pourraient mourir prématurément dû à la pollution de l'air. Et lorsqu'on parle de 7 millions, on parle de 25 ans d'ici 2025. Il y aura une augmentation de cancer, des maladies respiratoires et cardiovasculaires, simplement dû donc à la pollution. Okay? Il y aura donc une contamination de plus en plus accrue des sources potables. Et on évoque également les catastrophes naturelles et la santé. Il y aura les destructions des infrastructures sanitaires. Imaginez s'il y a une inondation, okay? Il y aura la propagation des maladies vectorielles. Si jamais ce genre d'inondation et de catastrophes naturelles parviennent, okay? Il y aura la perte de la biodiversité et de nouvelles pathologies. 75% des maladies émergentes proviennent d'animaux sauvages. Vous imaginez donc que si on a ce genre de problème, catastrophe environnementale, on aura véritablement un danger à ce niveau-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut véritablement agir pour justement s'assurer qu'on n'aura pas ce genre de scénario. Alors, la troisième vulnérabilité qui est évoquée ici, c'est le cluster sociétal, et notamment les pandémies et les migrations sanitaires. On estime qu'il y aura des gens qui vont migrer justement à cause du changement climatique. Et les 3 risques majeurs qui sont identifiés ici, on parle des nouvelles pandémies, du biorisque et des mouvements massifs des populations. Alors, il y aura une interconnexion entre la santé et le climat parce que vous voyez avec le cycle pandémique et la mondialisation, on aura une propagation accélérée des différents pathogènes. On aura une résistance antimicrobienne de plus en plus croissante. On aura des laboratoires de recherche qui pourraient donc laisser, voilà, il pourrait y avoir des fuites accidentelles des virus qui sont consignés dans les laboratoires. Et il y aura donc un bioterrorisme, c'est-à-dire la manipulation intentionnelle ou alors mal intentionnelle des pathogènes. Et en ce qui concerne nous, la migration et la santé publique, on estime à 1 milliard de migrants
ce qu'on appelle migrants climatiques, dont les migrations dues au changement climatique qui sont attendues d'ici 2050. Et il y aura de plus en plus des inégalités des populations déplacées qui auront un accès limité aux soins, il y aura la malnutrition. Et voilà. Donc, la quatrième vulnérabilité qui est évoquée ici, c'est le cluster technologique, notamment les cyberattaques. Et comment est-ce que ça va se traduire? C'est justement avec les cyberattaques majeures, l'intelligence artificielle qui va prendre beaucoup plus d'ampleur. Et tout cela va faire en sorte qu'on aura des hôpitaux qui seront attaqués et des personnes qui vont perdre leurs données personnelles, qui ne seront plus protégées. Il y aura la manipulation des dispositifs médicaux connectés. Imaginez, aujourd'hui, on peut faire des interventions chirurgicales à distance parce qu'on va utiliser voilà, de la technologie. Imaginez donc qu'on puisse attaquer de manière cybernétique ce genre de dispositif-là. Vous imaginez bien comment est-ce que plusieurs personnes vont avoir leur vie en danger. Et donc, l'intelligence artificielle va également jouer un mauvais coup parce qu'il y aura un piratage des IA médicales qui seront mises en place. Donc, vous voyez qu'il y aura véritablement un impact majeur sur le système de santé de façon. D'après le même rapport de l'Organisation des Nations Unies, on se rend compte que les États sont de plus en plus vulnérables à cause de ce qu'on appelle les tensions entre les États. Si il y a de plus en plus des tensions entre les différents États, il n'y a pas une véritable coordination, harmonisation des interventions et une coordination mondiale, si on peut le dire, il y aura de plus en plus de risques parce que comme vous le savez, aucun État ne peut être isolé. Notre santé est interconnectée. Donc, ce qui se passe dans un pays du monde entier peut avoir un impact parce qu'on vit dans un monde où voilà, il y a plein d'échanges qui se font. Donc, notre destin est littéralement lié. Et quelles sont les propositions que ce même rapport fait par rapport à voilà, des solutions identifiées par les différents experts pour éviter donc ce genre de catastrophe-là? C'est justement l'action multigouvernementale en premier point. Et on parle donc de la coopération sanitaire internationale renforcée, ce qui pourrait véritablement voilà, permettre une harmonisation des interventions dans les différents États, un partage des données épidémiologiques en temps réel. On ne sera plus dans un dispositif où voilà, un pays comme la Chine va refuser de partager ces données ou alors d'informer conformément au règlement sanitaire international d'un état de santé. Donc, s'il y a ce genre de partage là en temps réel, ça va permettre à ce que l'action multigouvernementale soit de plus en plus renforcée et qu'on puisse éviter le pire. On parle également de la coopération gouvernement-société civile. Il faut impliquer les ONG et la société civile dans la surveillance épidémiologique. Les programmes d'éducation sanitaire doivent être communautaires. Okay? Il faut une lutte contre la désinformation par la base, c'est-à-dire au milieu des communautés. Donc, on parle également du partenariat public-privé, c'est-à-dire innover dans la collaboration médicale. Okay? Essayer de lutter contre les cyberattaques. Okay? Parce que si on veut lutter contre les cyberattaques, il faut véritablement inclure les privés dans les discussions, dans les échanges, mettre en place une télémédecine qui est accessible de façon universelle. Donc, ce que vous pouvez faire, vous, en tant que, on va dire en tant que, donc désolé, ce que vous pouvez faire, vous, en tant que simple citoyen, bien évidemment, il y a des éléments que vous pouvez faire. Vous pouvez développer votre littératie sanitaire, c'est-à-dire vous informer, vérifier vos sources d'information, okay, consulter des sites reconnus et officiels pour voilà, avant de prendre certaines informations, avant de communiquer, ok, avant de poster sur vos réseaux sociaux, vous devez consulter les sources, vous devez renforcer votre résilience personnelle, c'est-à-dire maintenir une attitude de vie saine, okay, appropriée, faire de l'exercice, pratiquer du sommeil, ok. Donc, vous devez également contribuer aux actions collectives, c'est-à-dire si dans votre communauté vous avez des actions communautaires que vous entretenez, vous devez être impliqué. Tout ça va permettre à ce que les communautés et la société civile soient de plus en plus renforcées. Et voilà, en tant que professionnel de santé, vous devez véritablement communiquer, faire l'éducation pour la santé, voilà, informer dans le public sur les différentes problématiques de santé qui se posent. Et voilà, donc, voilà ce que je voulais évoquer avec vous les amis. Je ne voulais pas que cette vidéo prenne beaucoup plus de temps. Et si besoin en est, on pourra faire une deuxième vidéo où on va évoquer une autre approche donc, de ce rapport qui interpelle fortement. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. N'oubliez pas, je rappelle simplement, ceux qui sont étudiants, chercheurs, vous pouvez nous contacter à travers le lien et notre email qui est dans
dans la description de cette vidéo et nous allons mettre à votre disposition une personne qui va vous accompagner pour vos processus.